Chiffres aux États-Unis également. On va prendre tout de suite la direction de New York. Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services. On vous retrouve sur place. On est à 20 minutes de l'ouverture environ. On attend plutôt une ouverture en légère baisse. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que la semaine aura été beaucoup plus compliquée en Europe qu'aux États-Unis sur les marchés actions. Oui, vous nous avez compliqué la vie, puisqu'en fait, je dirais pas que c'est aujourd'hui le coup de grâce, mais je dirais que ce qui a été compliqué venait vraiment de facteurs externes. C'était ce qui s'est passé avec la toute petite dévaluation chinoise et ce qui est peut-être plus significatif quand même, le nouveau plus bas sur les cours du pétrole. Donc ça, c'était un peu les influences qu'on a subies et aujourd'hui, comme vous le dites, des chiffres macroéconomiques qui en fait sont bons par rapport au redémarrage un tout petit peu de l'inflation, puisque au niveau des prix à la production, si on enlève l'énergie évidemment et la nourriture, c'est une hausse de 0,4%, ce n'est pas du tout négligeable, et c'est poussé par une hausse de l'inflation au niveau des services. C'est quand même 90% de l'économie aux États-Unis, et parmi ces services, très intéressant, la hausse du prix des chambres d'hôtel, c'est pas négligeable, 9,9% de hausse en un mois, c'est la plus forte hausse depuis 2005, donc les touristes étrangers, ça doivent le remarquer. Bon, et puis alors on pourra en reparler tout à l'heure, on vous rappellera après l'ouverture, mais c'était la semaine des publications dans le secteur de la distribution, les grandes enseignes de retail américains. On en parlait déjà avec vous hier, on a eu Macy's, Kohl's, on a JCPenney aujourd'hui. Bon, dans la plupart des cas, on voit quand même que la manière de consommer des Américains s'est déplacée en dehors un petit peu de ces grands malls et ces grands centres commerciaux, ces grandes enseignes. Oui, je dirais que si on veut faire une description en gros du comportement du consommateur américain, il dépense moins par loisir, donc il ne va pas passer 2 ou 3 heures dans un grand magasin. Par contre, il va dépenser parce qu'il va trouver des bons prix. Alors il va chez les discounters, les Costco. Il va dépenser sur Internet parce que c'est plus rapide et c'est plus facile en fait. Et les prix sont toujours bons. Et ses loisirs, justement, vous voyez la hausse du prix par exemple des chambres d'hôtel. Il va préférer l'expérience, les voyages, les restaurants. Merci Grégory, on vous retrouve donc après l'ouverture tout à l'heure, ouverture attendue en légère baisse à New York, et nous on est en repli également sur les actions européennes cet après-midi. Le CAC 7 0,6%, on en vient à New York. Bon, et des marchés américains effectivement qui n'ont pas de tendance très marquée pour l'instant. On va retrouver Grégory Volokin sur place, le président de Mescart Financial Services. Grégory, on imagine qu'aux États-Unis comme en Europe, on n'a pas envie de prendre de gros risques ou de faire de gros paris là en cette fin de semaine. Oui, d'autant plus que ces prises de risque ou ces paris sont assez inutiles, puisque je dirais qu'en ce moment, les marchés n'agissent pas vraiment vis-à-vis des fondamentaux des compagnies, qui sont quand même les ménations du marché, mais plutôt par rapport à des mouvements géopolitiques. Donc on peut déjà imaginer qu'on parlera beaucoup moins de la Chine la semaine prochaine, mais va-t-on parler de la Grèce? Enfin tout ça, c'est des choses qui sont très difficiles à maîtriser, et ça explique aussi pourquoi donc les investisseurs ne bougent pas vraiment. Bon, et puis le pétrole, on en parle quotidiennement, ça fait tous les jours, tous les 2 jours au moins les gros titres des journaux et des sites financiers aux États-Unis. C'est vrai qu'on a fait un nouveau plus bas depuis mars 2009, on en parlait à l'instant avec le précédent intervenant, Philippe Béchade. Voilà, qui nous dit, son sentiment, c'est que l'heure de vérité approche quand même pour les grands pétroliers de schiste aux États-Unis. C'est vrai qu'ils vont devoir, pour certains, renégocier leur contrat et leur crédit avec leur banque. Ils le font 2 fois par an, donc la prochaine échéance c'est octobre. Est-ce qu'on va vite savoir là ceux qui vont pouvoir survivre, ceux qui vont passer à la trappe, et est-ce que l'offre va enfin se réduire aux États-Unis? Jusqu'à présent, ils ont toujours résisté là. Écoutez, c'est à la fois une bonne question et une mauvaise question. Bonne question parce qu'évidemment on est intéressé par la survie de quelques compagnies pétrolières, mais mauvaise question parce qu'en fait cette baisse du pétrole aux États-Unis est extrêmement profitable à l'économie américaine, aux consommateurs, à l'industrie, et que tout le monde s'accorde à dire qu'en fait net, fin des courses, mieux vaut un pétrole qui baisse, même si ça met quelques petits producteurs, parce que maintenant ils sont devenus assez petits, en difficulté en bourse. Tout le monde en est sorti d'ailleurs. Vous regardez les cours d'un Peabody, ça n'intéresse plus personne à $1 alors que l'action était à $20. Par contre, quand on voit à la fois la production industrielle aujourd'hui qui a doublé par rapport à ce qui était attendu, en hausse de 0,6%, qu'on voit la consommation, les ventes à magasins comparés qui se tiennent bien, je dirais ce pétrole bas, c'est idéal pour les États-Unis. Donc d'un point de vue global, là, si on prend un peu de recul, effectivement, il ne faut pas oublier le pendant de ce pétrole pas cher, même si ça met à mal une partie de l'industrie qui est
une industrie importante quand même aux États-Unis, hein, ne l'oublions pas. Voilà, d'autres en profitent, à commencer par le consommateur. Et puis vous notiez la production industrielle là qui rebondit de 0,6%. C'est un bon chiffre hein, pour le mois de juillet, Grégory. C'est plus que ce que les économistes attendaient là. Absolument, c'est un bon chiffre. Il est évidemment porté par le secteur de l'automobile. N'oublions pas aussi que le secteur de l'automobile dépend d'un pétrole bas. On vend plus de voitures si elles consomme moins, hein, ça attire quand même les clients. Elle dépend aussi de matières premières à des prix bas. Donc ce que je dis en fait, c'est l'anecdote de quelques compagnies en difficulté. C'est peut-être très bien pour faire des grands titres, mais le résultat, c'est qu'en fait les États-Unis non seulement sont de plus en plus indépendants au niveau de l'énergie, mais il apparaît que peut-être ces prochaines semaines, on va recommencer à parler de exporter, d'ouvrir les marchés à l'exportation. Ça mettra à court terme peut-être un peu de pression sur les cours, mais comme disait votre intervenant, enfin au moins il a dit une chose juste, ça rapportera beaucoup de cash. Bon, Grégory, alors, intéressant aussi, je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant dans la saison de résultats qu'on a connue, que ce soit à travers les publications des grands réseaux de câbles, les grands vendeurs de bouquets de télévision ou encore les grands distributeurs. Voilà, tout ça procède un peu d'un même mouvement, le changement du consommateur américain. Alors évidemment, c'est pas nouveau, on en parle depuis un petit moment, sauf que là, c'est en train, semble-t-il, de se densifier et ça prend une ampleur telle qu'effectivement, ça se matérialise là à travers les profits de certains grands groupes. Voilà, on ne consomme plus comme avant, c'est pas nouveau, mais c'est en train de faire des dégâts aujourd'hui là. Oui, d'abord, c'est vrai qu'on en parle depuis longtemps. Moi-même, j'en ai parlé depuis très très longtemps, mais ce qui est intéressant, c'est justement que c'est maintenant qu'on commence à voir l'effet de ce comportement sur les résultats des sociétés. On a vu ça avec les médias, avec Disney, on voit ça avec les grands magasins, et je dirais, ce qu'on voit aujourd'hui ici aux États-Unis, je vous parierais qu'on le verra très très rapidement aussi, ou plus profondément aussi en Europe assez rapidement. Alors c'est quoi ce consommateur? Qu'est-ce qu'il veut? Alors d'abord, il ne faut pas parler de tous les consommateurs. Le consommateur qui a de l'argent, qui a des bons revenus, qui est relativement âgé, continue à acheter des produits, de luxe, à avoir cette expérience du shopping. Par contre, si vous regardez la génération des 20-30 ans, ce qui les intéresse, c'est pas de s'acheter un nouveau pull en cachemire ou des Ray-Ban. Vraiment, ce qui les intéresse, c'est de faire un nouveau voyage, d'avoir des nouvelles expériences, de peut-être sur iPhone ou sur leur téléphone décharger des applications intéressantes ou au moins distrayantes. Donc je dirais, on privilégie vraiment l'expérience du vécu à la consommation pure. Et je pense d'abord que c'est plutôt à saluer, c'est moins matérialiste, c'est déjà une bonne chose. Mais ça aussi, ça a vraiment des très très grosses conséquences par rapport au modèle traditionnel de beaucoup de compagnies qui vendent des biens de consommation, que ce soit de la consommation de luxe ou de la consommation, que je dirais un peu de divertissement, de l'inutile. Si vous voyez le t-shirt Abercrombie & Fitch à 80 €, on peut s'en passer très très bien. Et je pense que les jeunes commencent à bien plus apprécier sortir entre copains que s'acheter des nouveaux jeans à 200 €. Bon, puis évidemment, il y a toute la concurrence d'Internet. D'ailleurs, on a vu, c'était le patron de Macy's cette semaine, donc les grands magasins Macy's, qui constatent effectivement que les gens viennent moins dans ces magasins et du coup qui essayent de se présenter comme un e-commerçant, un vendeur en ligne. C'est ce qu'il disait. Moi, je suis un des plus gros sites de e-commerce aux États-Unis. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est aussi facile que ça? Est-ce que ces sociétés-là sont aussi capables de prendre ce virage, Grégory, face aux concurrents historiques, pure player qu'on connaît, bien sûr? Je dirais que celles qui prennent ce virage vont bien s'en sortir, et Macy's pourrait être une qui va bien s'en sortir, parce que en même temps, le CEO a annoncé un accord avec Alibaba. Ils vont être la première chaîne de magasins américaine à avoir vraiment en Chine un site sur le signe de Alibaba. Donc c'est clair que là, il y a une façon de compenser la perte du trafic en magasin par le trafic sur Internet. Même maintenant, le problème avec ces trafics en magasin, c'est que les magasins, ils existent toujours, les employés existent toujours, les coûts fixes existent toujours, les inventaires existent toujours, et que pour le moment, quand on vend sur Internet, en vendant moins cher, on n'arrive pas à compenser ce qu'on perd dans le magasin. Alors, il va y avoir une certaine balance qui va se rétablir, mais n'oubliez pas, souvenez quand Amazon a commencé à vendre des livres, c'était un peu anecdotique. Actuellement, il ne reste plus qu'une
petites chaînes qui vendent des livres aux États-Unis, alors qu'avant, on pouvait acheter des livres dans des compagnies qui étaient gigantesques, telles que Borders, par exemple. Et puis les magasins de quartier, les librairies de quartier, à New York, vous n'en trouvez pratiquement plus. Donc les bouleversements, ça prend du temps, mais en attendant, on va vraiment dans cette direction au niveau de la consommation. Et c'est que les compagnies qui peuvent s'ajuster à ce phénomène qui vont survivre. Bon, en tout cas, le consommateur américain, là, peut-être qu'il joue moins à Candy Crush aussi. Je ne sais pas s'il est passé à autre chose. J'imagine qu'il doit encore beaucoup jouer sur d'autres jeux, d'autres applications. Alors, je ne sais pas si c'est Candy Crush, parce que l'éditeur qui édite Candy Crush, c'est King Digital. Ils ont d'autres jeux aussi, j'imagine. Mais voilà, semble-t-il que les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances. Le titre se crache de 10%. Oui, absolument. Pourquoi? Candy Crush, ça a été un énorme succès. Mais pour qu'un succès comme ça dure pendant 3 ans, d'abord il faut avoir des très bons yeux et puis il faut ne pas se lasser. C'est vrai qu'un jeu au bout d'un certain moment, ça perd un peu son intérêt. Alors ce qu'on reproche à Candy Crush, à King Digital, c'est pas que Candy Crush perde de l'audience, ça c'est tout à fait normal, mais c'est qu'ils n'arrivent pas à remplacer avec des nouveaux jeux pour le futur. Donc on se dit bon, s'ils trouvent pas un nouveau best-seller, la compagnie sera en difficulté. Par contre, les jeux vidéo eux-mêmes, c'est un secteur toujours qui marche très très bien. Vous regardez des compagnies aux États-Unis comme Take-Two Interactive, comme Electronic Arts, c'est parmi les meilleures performances de la cote cette année. Et vous voyez les ventes de Xbox par exemple pour Microsoft. Les gens jouent. Donc c'est juste, je dirais, quelques jeux qui étaient des très grands succès, qui ont fait le succès de compagnies et qui sont peut-être assez éphémères. Effectivement, dur de remplacer Candy Crush, effectivement, après un tel succès. Difficile de répliquer un best-seller comme ça, le titre King Digital, donc l'éditeur de Candy Crush, entre autres, qui se crache d'un peu plus de 10% dans des marchés américains qui sont en train de se redresser. Là, on bascule dans le vert un peu plus significativement. Le Dow Jones gagne 0,24%, le Nasdaq Composite plus 0,1%. Nous, en Europe, on est toujours en baisse, moins 0,5% pour le CAC, 4963 points. Merci beaucoup, Grégory, d'avoir été avec nous. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services, chaque après-midi dans Intégral Bourse, bientôt 16h.